On va s'intéresser aujourd'hui à quelque chose d'assez fondamental, l'architecture de notre esprit. Comment est-ce qu'il se construit au juste? Des tout premiers jeux, des premières explorations, jusqu'aux complexités parfois brutales du monde moderne. C'est un voyage assez fascinant qui nous attend. Alors, commençons par le tout début, avec une idée qui peut paraître simple mais qui est absolument centrale, le jeu. Il ne faut pas voir ça comme une simple distraction, un passe-temps. En réalité, c'est l'activité la plus sérieuse de l'enfance. C'est à ce moment-là que le cerveau se câble, qu'il apprend, qu'il teste et qu'il commence à construire une carte du monde qui l'entoure. Ok, creusons un peu cette idée. Pour cette première partie, on va voir comment nos esprits se bâtissent, en partant vraiment des fondations, de la base de tout, l'acte de jouer. Cette citation, elle est puissante. Elle remet complètement en perspective notre vision du jeu. Ce n'est pas juste un truc pour les enfants, vous savez, c'est un besoin psychologique fondamental pour notre équilibre, pour notre santé mentale, et ce, à n'importe quel âge. Le manque de jeu ne nous rend pas plus productifs, non, il crée un vide. Et là, on touche à une distinction vraiment cruciale. Imaginez un enfant sur la plage. Quand il construit un château de sable, c'est lui l'auteur. C'est lui qui invente, qui décide, qui résout les problèmes quand le sable s'écroule. Maintenant, mettez-le devant un jeu dit éducatif, où il doit juste cliquer là où on lui dit. Là, il n'est plus auteur, il est acteur. Il suit un script. Le véritable apprentissage, celui qui structure l'esprit, il vient de la création, pas de la simple exécution. Et cette idée d'apprendre en jouant, attention, ce n'est pas une mode passagère. C'est une pratique qui a des millénaires. Platon, déjà, faisait le lien entre la géométrie et les dés. À l'époque romaine, on faisait des gâteaux en forme de lettres pour apprendre l'alphabet. C'est génial, non? Et même au Xe siècle, des moines créaient des jeux pour enseigner la morale. L'humanité a toujours su instinctivement que le jeu était une porte d'entrée vers la connaissance. Bien, alors, après la liberté totale du jeu, on grandit. Et on doit apprendre à naviguer dans un monde bien différent, le monde des adultes. Un monde structuré, plein de règles. Des règles qui peuvent sembler arbitraires, mais qui, comme on va le voir, sont souvent indispensables. Pour comprendre ces règles, il y a un concept clé qui vient des maths, mais qui est partout dans nos vies, la discontinuité. Pensez-y une seconde. Vous roulez à 120 km/h, tout va bien. Passez à 121 km/h et paf, une amende. Vous avez 17 ans et 364 jours, vous ne pouvez pas voter. Un jour de plus et vous devenez un citoyen à part entière. Un changement minuscule, une conséquence énorme. C'est ça, la discontinuité. Et pour illustrer ça de manière presque absurde, regardez cette photo. C'est la ville de Barle qui est à cheval entre la Belgique et les Pays-Bas. Pendant la pandémie, les règles sanitaires changeaient littéralement en faisant un pas. Le café qui est en Belgique, fermé. Celui qui est aux Pays-Bas, juste à côté, ouvert. Un pas et vous changez de monde. C'est l'illustration parfaite de l'arbitraire de ces lignes invisibles. Alors, on pourrait se dire que c'est injuste, que c'est illogique, et parfois ça l'est. Mais au fond, ces règles arbitraires, c'est souvent un compromis nécessaire. C'est en quelque sorte le prix à payer pour qu'un système complexe, comme une société, puisse fonctionner de manière à peu près simple et prévisible pour tout le monde. Bon, jusqu'ici, on était sur un terrain connu. Le jeu, les règles de la société. Mais maintenant, on change complètement de registre. On quitte le terrain de jeu pour entrer dans un territoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus flou. Un endroit qu'on appelle la zone grise. Et là, les règles de notre propre esprit deviennent des cibles. Ce qu'on va aborder maintenant, c'est tiré d'analyses et de documents de synthèse qui circulent dans certains milieux. Il faut voir la suite comme une sorte de briefing, un décryptage du champ de bataille informationnel sur lequel nous nous trouvons tous, qu'on le veuille ou non. Alors c'est quoi ce nouveau champ de bataille? On l'appelle la zone grise. Ce n'est pas un lieu physique, c'est un état de conflit permanent, où la frontière entre la guerre et la paix a été volontairement effacée. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, menée avec des armes économiques, informationnelles et parfois militaires, mais toujours de manière indirecte. Et dans cette zone, un nouveau type de pouvoir a émergé. Le philosophe Byung-Chul Han l'appelle la psychopolitique. L'idée, c'est que le pouvoir n'a plus besoin de nous contraindre par la force. Non, il guide, il gère les esprits en se servant de notre propre désir de nous exprimer en ligne, de partager nos vies. Notre liberté devient, paradoxalement, l'outil de notre propre contrôle. Et la technologie apporte son lot d'armes redoutables. Prenez le dividende du monteur. C'est un concept terrible. Le simple fait que la technologie des deepfakes existe est suffisant. Ça permet à n'importe qui, face à une vidéo ou un enregistrement audio compromettant, même s'il est 100% authentique, de dire non, c'est un deepfake. Et le doute s'installe. Le but n'est pas de prouver le mensonge, mais de détruire la notion même de preuve. Alors, face à tout ça, comment on fait ? La première étape, c'est de comprendre les outils, les tactiques utilisées.
Il faut être capable de décoder cet arsenal cognitif moderne pour espérer pouvoir s'en défendre. Voilà l'idéal. Ça, c'est le socle d'une démocratie qui fonctionne. Être capable d'écouter un avis différent, de débattre, d'accepter le désaccord sans voir l'autre comme un ennemi. C'est la base du vivre ensemble. Et voici maintenant comment cet idéal est complètement retourné contre lui-même. L'empoisonnement d'entités. C'est une tactique de sabotage numérique. Le but, détruire une réputation. Comment? En créant des milliers de liens sur le web qui associent une personne ou une organisation à des concepts absolument toxiques. Les algorithmes des moteurs de recherche ne font pas la différence. Pour eux, l'association devient une réalité et la réputation de la cible est ruinée. Une autre technique, c'est le cocon sémantique. C'est une manière très maligne de construire un site web pour piéger l'attention. On attire une personne sur un sujet qui l'intéresse. Puis, de lien en lien, on la fait glisser vers des sujets de plus en plus orientés, jusqu'à ce que toute la force des algorithmes soit concentrée sur une seule page, la page d'attaque, qui délivre le message final, la propagande. Et le pire dans tout ça, c'est l'efficacité de ces méthodes. Par exemple, pour l'empoisonnement de données, qui vise à corrompre les intelligences artificielles à la source, des études ont montré qu'il suffisait d'injecter seulement 250 documents malveillants pour biaiser durablement un immense modèle de langage. 250! C'est à la fois très peu et absolument terrifiant. Tout ça nous amène à l'enjeu final, le véritable objectif de cette guerre cognitive. Ce n'est plus simplement d'influencer les opinions. C'est beaucoup plus ambitieux. C'est de définir ce qu'est la réalité elle-même. Il faut vraiment comprendre ce basculement. Hier, la bataille du web, c'était le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Le but était simple, arriver sur la première page de Google. Aujourd'hui, on entre dans l'ère du GIO, l'optimisation pour les moteurs génératifs. Et là, l'objectif est radicalement différent. Il ne s'agit plus d'être l'un des 10 liens bleus, il s'agit d'être la source que l'IA va utiliser pour formuler sa réponse unique. Le champ de bataille n'est plus la visibilité, c'est la vérité. Donc si on récapitule, voilà l'arsenal moderne. L'empoisonnement de données, pour corrompre l'IA, l'empoisonnement d'entités, pour détruire la confiance, le géo, pour devenir la seule source de vérité, et le dividende du menteur, pour que même la vérité puisse être niée. Toutes ces tactiques ont un but commun, déstabiliser notre rapport à la réalité. On termine donc là-dessus avec cette question qui résume tout l'enjeu de notre époque. Si le but du jeu n'est plus d'être une voix dans le débat, mais d'être la seule et unique réponse, quelle est l'histoire qui va finir par s'imposer? Et surtout, comment choisit-on de participer ou non à la construction de cette histoire? La question, bien sûr, reste ouverte. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on a sur la table deux documents qui viennent de planètes totalement différentes. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a Éduquer, un magazine pédagogique, très coloré, plein de bonnes intentions. Il explore comment on apprend et surtout comment on apprend en jouant. Et de l'autre, on a un fichier beaucoup plus aride, presque inquiétant, je dirais. Oui. Il se présente comme un manuel de survie cognitive. Et là, on parle de guerre de l'information, de manipulation, de zone grise. C'est le jour et la nuit, a priori. Exactement. Et pourtant, ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces deux univers se répondent. C'est un peu l'objectif de notre discussion aujourd'hui. Regardez les deux faces de la même pièce. C'est ça. D'un côté, on va voir comment on construit l'esprit critique, comment on le forge dès la cour de récréation, si on veut. D'accord. Et de l'autre, on va plonger dans la manière dont ce même esprit est devenu une cible, un véritable champ de bataille dans les conflits modernes. C'est un voyage qui va nous mener en gros des bacs à sable à cette fameuse zone grise. Alors partons des fondations. La construction. Le magazine Éduquer insiste sur une idée qui semble évidente mais qu'on oublie tout le temps. Laquelle? Le jeu, ce n'est pas juste un passe-temps. Il cite Annick Faniel et la phrase est vraiment puissante. Ah oui, je vois celle que vous voulez dire. Tous les enfants jouent, quelles que soient les conditions environnantes. Que ce soit la guerre, la misère, la faim. Nos enfants jouent. C'est un besoin vital. C'est vital. Et en même temps, ça se heurte à une méfiance très ancrée dans notre société. La source le souligne très bien d'ailleurs. Cette distinction entre jouer et faire une activité. Exactement. L'activité, c'est sérieux, c'est structuré, ça a un objectif, on peut voir le résultat. Le jeu, lui, il est souvent perçu comme une perte de temps, de l'improductivité, quoi. Bah oui, je vois très bien. Le fameux « arrête de jouer et viens faire tes devoirs ». C'est ça. Il y a l'idée que le jeu est un peu chaotique, alors que l'activité est encadrée et donc rassurante pour les adultes. Mais les neurosciences citées dans le dossier viennent un peu dynamiter cette vision. Complètement. Elles nous disent que le cerveau d'un enfant est littéralement pré-câblé. Pré-câblé. Oui, pré-câblé pour apprendre, via l'expérimentation. Du coup, le jeu, ce n'est pas une pause dans l'apprentissage. C'en est le moteur. C'est le moteur principal. C'est en jouant à empiler des cubes qu'un enfant teste les lois de la gravité.
C'est en jouant à la marchande qu'il se familiarise avec les nombres. Le jeu, c'est son laboratoire personnel. Et pas seulement pour le cerveau, mais aussi pour apprendre à vivre avec les autres. J'ai adoré cette citation de la psychologue Cathy Hirsch-Pasek. Sur la démocratie? Oui, jouer ensemble, c'est apprendre les règles de la vie en société démocratique. On coopère, on négocie, on se répartit les rôles. C'est la base en fait. C'est tellement fondamental qu'un autre chercheur, Stuart Brown, va encore plus loin. Sa phrase est choc. Laquelle? Le contraire du jeu n'est pas le travail, c'est la dépression. Ah oui, ça remet les choses en perspective. Ben oui, priver quelqu'un de cette part de jeu libre, de spontanéité, ce n'est pas le rendre plus productif, c'est potentiellement le fragiliser. Alors là, il y a un concept dans le magazine qui va faire bondir pas mal de parents, je pense. C'est le jeu risqué. Ah, le jeu risqué, oui. Quand on lit la liste, on imagine déjà les sueurs froides. La chercheuse en a identifié 5 types: jouer avec le feu, avec la vitesse, avec des outils dangereux. Explorer des lieux seuls, prendre de la hauteur. Grimper aux arbres, par exemple. Voilà. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre l'enfant en danger de mort. L'idée est de le laisser explorer des situations qui génèrent une peur, maîtrisable. En grimpant à un arbre, l'enfant n'apprend pas seulement à se hisser. Il apprend à évaluer une distance, à tester la solidité d'un appui, à connaître ses propres limites. Et surtout, à gérer sa peur. Surtout, il apprend à la surmonter et à en tirer une immense confiance en lui. C'est ce qu'on appelle la gestion du risque, une compétence essentielle pour la vie. C'est fou de penser que grimper à un arbre est une formation à la gestion du risque. Mais ça, c'est le jeu libre, spontané. Ça se complique quand on essaye de faire entrer ça à l'école, j'imagine. C'est là qu'intervient ce que le dossier appelle la ludopédagogie. Voilà. Et l'idée, comme le rappelle la source, n'est pas neuve. On a Platon qui utilisait un dé à 20 faces, les Romains qui apprenaient les lettres avec des gâteaux. On l'a un peu oublié, ça. On l'a beaucoup oublié. Les systèmes éducatifs francophones, en particulier, ont été longtemps en retard par rapport aux pays nordiques ou anglo-saxons, où le jeu est intégré depuis des décennies. Chez nous, ça a gardé cette image futile. L'interview de la formatrice, Joëlle Lamont, est très parlante là-dessus, surtout pour les maths qui terrorisent tant d'élèves. Oui, Elle utilise une image que je trouve géniale, celle de la pyramide. la pyramide des connaissances. C'est ça. Si les bases ne sont pas solides, tout ce qu'on essaie de construire par-dessus s'effondre. Et le jeu permet de solidifier ces bases, de revoir des notions, mais sans la pression. Sans la stigmatisation de l'échec, c'est beaucoup moins angoissant de refaire une partie d'un jeu de société que de refaire l'exercice 4 qu'on a raté. Absolument. Et vous mettez le doigt sur un point essentiel, c'est là que le magazine introduit une distinction très importante. Entre le jeu libre et le jeu dirigé. Exactement. Le jeu libre, c'est l'enfant qui est aux commandes. Il invente ses règles, son histoire, c'est crucial pour la créativité. Le jeu dirigé, c'est différent. L'adulte, l'enseignant, choisit un jeu avec un objectif pédagogique précis. Un jeu de cartes pour le calcul mental, par exemple. Voilà. Et les deux sont indispensables. Ils sont complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que cette construction de la pensée ne s'arrête pas aux matières classiques. Le magazine fait un lien très fort avec la formation du citoyen. Oui, avec le cours de philosophie et de citoyenneté. Le dossier explique que ce cours est basé sur une approche universaliste. C'est-à-dire? L'idée est de se concentrer sur ce qui nous unit tous en tant que citoyens pour renforcer le vivre ensemble. C'est présenté comme un moyen de lutter contre les replis identitaires qui, selon l'article, peuvent enfermer les gens et surtout affaiblir une compétence essentielle. Laquelle? Le doute. La remise en question. Ah, mais il y a une application parfaite de ça dans un autre article que j'ai trouvé absolument savoureux. Ah oui? Celui sur les règles discontinues. On vit avec ça tous les jours et ça peut nous rendre fous. Donnez-moi un exemple. On a 17 ans et 364 jours, on est un enfant. Le lendemain, à 18 ans, pouf, on est un adulte responsable avec le droit de vote. L'exemple le plus absurde cité, c'est le village de Berirl. À cheval sur la Belgique et les Pays-Bas. C'est ça. Pendant le Covid, les terrasses des cafés étaient ouvertes du côté néerlandais de la rue et fermées du côté belge. Le virus qui s'arrête à la frontière. On l'imagine avec son passeport s'arrêtant poliment au poteau. C'est fou. C'est un exemple parfait de la tension que cet article analyse. Ces règles tout ou rien sont simples à appliquer, c'est leur avantage. Mais elles créent un sentiment d'arbitraire, d'injustice. Pourquoi une amende à 121 km/h et rien à 119 ? Voilà. Et du coup, l'article explore des alternatives, les systèmes par tranche ou les systèmes continus. Apprendre à décortiquer ça, c'est un exercice de pensée critique au quotidien. Bon, on a donc ce tableau assez idéal.
un citoyen dont l'esprit a été forgé par le jeu, qui a appris la coopération, la gestion du risque, la remise en question. On se sent presque optimiste. Presque. Et puis on ouvre le deuxième document, ce manuel de survie cognitive. Et là, C'est la douche froide. c'est la douche froide. L'ambiance change du tout au tout. Maintenant qu'on a vu comment l'esprit se construit, on va voir comment il est attaqué. C'est exactement ça. Le manuel nous plonge sans préambule dans ce qu'il nomme la zone grise. La zone grise. Ce n'est plus la guerre ou la paix. C'est un état intermédiaire, un conflit permanent, diffus, non déclaré. Et dans cette zone se déploie la guerre hybride. Hybride parce qu'elle mélange tout. Elle mélange des actions militaires, des pressions économiques et surtout des opérations informationnelles. L'objectif n'est plus de détruire des ponts, mais de fracturer la société adverse de l'intérieur, En ciblant nos cerveaux. en ciblant directement le système cognitif de ses citoyens. Et pour ça, le manuel liste un véritable arsenal. La première arme est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. La loi de Brandoulini. Oui, l'énergie nécessaire pour réfuter des absurdités est 10 fois supérieure à celle qu'il faut pour les produire. C'est le principe de base de la désinformation moderne. Ça crée une asymétrie fondamentale qui avantage toujours l'attaquant. C'est une guerre d'usure. Une guerre d'usure cognitive. Inonder l'espace de mensonges, même grossiers, force l'autre camp à passer un temps fou à démentir, à prouver, à expliquer. Et pendant ce temps, L'attaquant a déjà lancé 10 autres rumeurs. exactement. Et ça se combine avec un autre concept du manuel, le dividende du menteur. Ça fait vraiment peur. Le dividende du menteur, c'est l'étape d'après. C'est l'idée que le simple fait que la technologie des deepfakes existe, Même si elle est peu utilisée. même s'il est encore rare, oui, ça permet à n'importe qui de discréditer une preuve authentique en prétendant que c'est un faux. Cette vidéo de moi, un deepfake. Et comment le prouver? C'est impossible. Le résultat, c'est ce que le manuel appelle une insécurité épistémique. Le doute devient généralisé. On ne croit plus en rien. La notion même de preuve s'érode. Le manuel utilise des termes encore plus techniques. J'en ai noté 2. Cocon sémantique et entity poisoning. Rien que le nom, empoisonnement d'entité. Ça fait froid dans le dos, oui. De quoi parle-t-on concrètement? Alors, pour simplifier, le cocon sémantique, c'est une technique d'architecture de l'information. Imaginez un site web construit comme une série de tunnels thématiques. D'accord. Le but est de capter un utilisateur sur un sujet précis et de le faire glisser de lien en lien à l'intérieur de ce cocon pour l'amener progressivement vers l'idée qu'on veut lui vendre, En le coupant de l'extérieur. en le coupant des informations extérieures. C'est du piégeage attentionnel. Et l'empoisonnement d'entité. Ça, c'est encore plus agressif. Une entité, pour Google, c'est une personne, une marque, un concept, D'accord. qui existe dans son cerveau, le knowledge graph. D'accord. L'entity poisoning consiste à détruire la réputation de cette entité en l'associant massivement à des concepts toxiques. Par exemple, en créant des milliers de pages qui citent le nom d'un journaliste à côté des mots escroquerie ou complot. Et à la fin, Google fait l'association. À terme, l'algorithme finit par faire l'association, oui. Et la perception de cette personne est durablement empoisonnée. On comprend que le champ de bataille, c'est l'algorithme de Google. Mais le manuel nous dit que tout ça, c'est presque déjà le passé. C'est ça. La nouvelle guerre, c'est l'optimisation pour les moteurs de réponse, comme ChatGPT. C'est le passage du SEO au GEO. Le Generative Engine Optimization. C'est le grand basculement. Demain, l'enjeu ne sera plus d'être dans les 10 premiers liens, L'enjeu, ce sera d'être la réponse. d'être la source que l'IA va choisir pour formuler sa réponse unique, devenir la vérité de l'IA. Et là, une nouvelle menace apparaît, le data poisoning. L'empoisonnement des données, pardon de vous couper, mais il y a un chiffre dans le manuel qui m'a glacé. Je pense savoir lequel. Il suffirait d'environ 250 documents pour empoisonner un grand modèle de langage. 250. C'est tout. C'est absolument terrifiant. Ça veut dire qu'une petite équipe, voire une seule personne, peut réécrire la réalité d'une IA sur un sujet. C'est exactement ça. La vulnérabilité est immense. Un très faible nombre de documents malveillants, injectés dans l'immense corpus d'un modèle, peut suffire à y introduire un biais durable ou un narratif faux. Le manuel imagine un cas pratique. Oui, une opération visant à redéfinir sémantiquement un journaliste. L'objectif final, c'est que toute personne demandant à une IA qui est ce journaliste obtienne une réponse crédible, mais entièrement façonnée par l'attaquant. On ne pirate plus un serveur. On pirate la fabrique de la réalité. Voilà. Du coup, la question qui tue s'impose.
On a d'un côté l'idéal du magazine éduqué, le doute, la pensée autonome, et de l'autre, cet arsenal de manipulation cynique et surpuissant. Est-ce que le pot de terre a la moindre chance contre le pot de fer? En fait, en reliant les deux sources, on se rend compte que les meilleures défenses contre les attaques du manuel se trouvent précisément dans les compétences développées dans le magazine. Ah oui, Ces attaques exploitent nos faiblesses, la paresse, le besoin de confirmation, la peur de l'incertitude. Et que nous apprend le jeu? À explorer, à accepter de ne pas tout contrôler. Que nous apprend la philo? à douter. À douter de nos propres certitudes. Exactement. Le philosophe Byung-Chul Han, cité dans le manuel, parle de psychopolitique. C'est un pouvoir qui nous domine non pas par la force, mais en exploitant notre désir de nous exposer, de liker. L'éducation critique vise l'exact opposé. Construire un espace mental intérieur, protégé, capable de recul. Et en vous écoutant, je réalise qu'il y a une dernière connexion, un peu folle, entre les deux. Laquelle? Le magazine Éduquet, sur la philo, explique qu'un bon exercice est de demander aux élèves de défendre un point de vue qui n'est pas leur. Pour développer leur flexibilité intellectuelle, oui. Et de son côté, le manuel de survie s'inspire d'une doctrine militaire prussienne. L'Oftrax tactique. Voilà. Le principe, c'est que le commandement donne l'objectif, mais laisse une totale liberté sur les moyens. Ce qui donne une agilité, une capacité d'adaptation incroyable. Mais c'est la même compétence, en fait. Exactement. Apprendre à penser comme l'autre, à adopter sa logique. D'un côté, c'est un outil d'émancipation. De l'autre, une stratégie de guerre. C'est la même clé, mais qui ouvre deux portes radicalement différentes. C'est fascinant. Et un peu vertigineux. Et ça nous laisse avec une pensée finale, une question à méditer. Je vous écoute. Dans ce monde où l'information est une arme et où les attaques sont menées avec cette agilité tactique, est-ce que la pensée critique, telle qu'on l'a apprise, est encore suffisante? Vous voulez dire? Pour rester un citoyen éclairé et se défendre efficacement, ne faut-il pas apprendre à penser non seulement de manière critique, mais aussi de manière stratégique?